Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. Film de Kurosawa. Et bon, vous avez pu le constater, ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est intéressant quand on regarde l'œuvre d'un grand cinéaste de, de voir son travail, de voir comment il a conçu son évolution, enfin sa place dans le cinéma, son rapport au cinéma. Et évidemment aussi le traitement d'un sujet qui l'intéresse, enfin qui l'a toujours intéressé d'ailleurs, et même je dirais d'un sujet, de plusieurs sujets, dont entre autres celui du médecin, celui du docteur, qu'il reprendra plusieurs fois dans son œuvre. Et en particulier, bon, j'oublie les titres parce que je commence à oublier les choses, mais ce fameux film où justement il raconte l'histoire d'un grand chirurgien, mais qui vient beaucoup plus tard, qui est tout à fait intéressant. Mais ici aussi, le film étant de 48, donc le Japon a perdu la guerre 3 ans avant. Il faut repenser la société. Et là, évidemment, Kurosawa s'intéresse au Yakuza, donc à la pêche japonaise. Ici, on dirait quoi, le milieu, ou je sais plus. Enfin bon, le côté bandit et les codes de ce milieu-là, bon, qu'il aborde ici, et de façon bon, un peu simpliste, disons. Ce qui est intéressant aussi, c'est au plan du cinéma, le fait il se rattache euh, à une école cinématographique enfin, extrêmement importante, qui était celle de l'expressionnisme, et en particulier de l'expressionnisme allemand, et dont il reprend beaucoup de procédés, et en particulier de recherche des effets pour qu'on accentue les violences et les rapports de force, et entre autres dans le jeu même des deux acteurs, c'est-à-dire du médecin et du yakuza, leur rapport de force étant non seulement étant tributaire du récit lui-même, mais surtout étant accentué par le jeu d'acteur qui, en effet, euh, intensifie et de façon un peu excessive le jeu du rapport, enfin, le jeu justement expressionniste qui est exprimé ici, mais aussi par exemple, si vous connaissez un peu le cinéma, toute la fin du film entièrement en contre-plongée, donc accentuant là encore le phénomène des effets. Et tout le film est fait sur constamment des effets brutaux, euh, qui sont partout. Dans les raccords de plan ne sont pas gracieux, ne sont pas en continuité, ils sont constamment en opposition les uns par rapport aux autres. Bref, c'est un film construit sur le heurté, tout le temps heurté. Jamais vous avez un moment, je dirais, de repos, de douceur dans le traitement. Même quand il y a des femmes, ça reste toujours brutal. Donc, c'est un film qui est fait pour, je dirais, à la fois de façon symbolique, parler au public, évidemment, surtout, euh, ne rentrer pas chez les Yakuza, ça c'est la première chose, mais surtout, il est temps que le monde des Yakuza, avec leur code, qui est une sorte, ça c'est intéressant évidemment chez Kurosawa, qui est une sorte de je dirais pas dépréciation, mais de dégradation du système samouraï. Donc là, arrêtons avec ça, dit-il à l'époque. Bon, ceci étant dit,
ça n'a pas arrêté puisque les Yakuza sont toujours là et en effet toujours avec les mêmes codes. Donc de ce point de vue-là, le film n'a évidemment eu aucun effet directement sur la situation véritable du Japon et du monde des Yakuza dans le Japon. Mais on sent bien qu'il y a une sorte de démarche d'un jeune cinéaste qui essaye d'intervenir et en même temps de faire un film qui est aussi un film qui renvoie non plus à ce moment-là à l'expressionnisme allemand, mais qui renvoie aussi au cinéma américain et aux films de gangsters. Alors, c'est très intéressant de voir toutes ces espèces de combinaisons qui interviennent dans le système du film et qui le rend aujourd'hui un peu démodé, quoi. On sent que ce n'est plus un film qui passe réellement aujourd'hui. Aujourd'hui, on sent que c'est quand même forcé. Bon, ceci étant dit, le film est quand même intéressant, me semble-t-il, et quand on travaille sur un auteur, puisque c'est un peu ce que nous faisons en ce moment ici à Enghien, puisque l'année prochaine on aura Fritz Lang, on a passé justement sur Kurosawa. Pourquoi ne pas voir aussi les films qui, avec le temps, ne sont plus les grands chefs-d'œuvre de ce cinéaste. On en reverra d'autres après. On en a vu déjà précédent. Celui-là, ça fait du bien de le voir, ne serait-ce que justement pour se rendre compte qu'un créateur n'est pas toujours parfait et qu'il a des recherches, il a besoin de comprendre lui-même quel cinéma il veut travailler. Et bon, là, c'est un cinéma qui est l'expressionnisme, qu'il a eu raison d'aborder d'une certaine façon, mais qui va ensuite, par exemple, vous allez voir dans Données Cadet, il y a 20 ans plus tard, dans notre dernière séance, comment, là, il va raffiner, justement, le monde, enfin la représentation du monde de la misère. Enfin, là, par exemple, ne serait-ce que le premier plan sur le cloaque, commencer le générique sur le cloaque comme ça, bon, c'est un peu, c'est pas léger, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, je suppose que la quasi-totalité d'entre vous voyez le film pour la première fois, car ce n'est pas un film très, très connu de Kurosawa. En plus, je pense qu'on a sorti que récemment. Je ne suis pas sûr qu'il est... Là, je n'ai plus ça en tête. S'il est sorti à l'époque... je pense pas. Je pense pas qu'il est... il appartient à la série de Wild Side, c'est ça? Alors, il est ressorti à l'occasion de la rétrospective. Comment il est ressorti à l'occasion de la rétrospective C'est Carlotta. Mais moi, il me semble que je l'ai vu il y a 10 ans ou 15 ans. Ah oui, l'occasion déjà d'une autre sorti à l'époque. ouais. Oui, bon, ça, je ne m'en souviens plus du tout. Alors, là. Mais enfin, c'est pas un des films les plus connus de Kurosawa. Mais enfin, je répète, il me semble tout à fait intéressant dans une rétrospective que nous avons faite. Et bon, pour moi, c'est quand même le moins parfait des films de Kurosawa que nous avons passé ici. Et il y avait longtemps que je n'avais pas revu, et à le revoir comme ça m'a semblé pas plus faible, mais plus enfin, trop volontaire dans un système qui est périmé aujourd'hui. Voilà l'impression que j'ai de ce film. Alors maintenant, je vous laisse vos impressions, parce que ça m'intéresse aussi de savoir, ne serait-ce que, si vous voulez me contredire, allez-y, au contraire. Hein, si vous trouvez que le film est un chef-d'œuvre absolu, je vous laisse faire. Bon. Alors, oui, s'il n'y a pas de défenseur du film, chef-d'œuvre, ça peut être aussi d'autres qui remarques. parle là? Non, là, c'est moi. Ah bon, je vais commencer. Moi, j'ai juste envie de dire qu'effectivement, vous avez sans doute raison, le film est sans doute très appuyé dans la forme, peut-être on peut trouver ça un peu maladroit parfois, mais moi, curieusement, je trouve que c'est un film qui m'a plus touché, en fait,
par rapport à Les Bas-fonds, par exemple, qui est peut-être un film plus maîtrisé, mais vous voyez ce que je veux dire. Les personnages sont plus simples et il y a quelque chose qui m'a touché plus facilement. Enfin, dans le rapport entre le médecin et puis le gangster. Bah, oui, mais c'est vrai que la symbolique est très précise. C'est-à-dire qu'il y a deux attitudes de courage dans la vie. Il y a le courage du docteur et le courage du yakuza. Deux idées de l'homme, comment être un homme, et l'opposition de cette vie, de cette option d'être un homme. C'est pour ça que, par exemple, cette symbolique-là qui préside au film et qui conduit le film, en fait, va donner, en particulier dans toute la première partie du film, ces espèces de moments où les deux personnes, les deux hommes, ou les deux conceptions de l'homme ne peuvent pas se rencontrer sans immédiatement se bagarrer, etc. C'est-à-dire que la manifestation immédiate de la symbolique et en même temps aussi du discours que sous-tend cette symbolique, c'est-à-dire en d'autres termes, qu'est-ce que c'est qu'être réellement un homme? En tout cas, ce n'est pas la conception du yakuza, la conception de l'honneur et la conception du code de soumission totale au chef qui est celle du yakuza, mais au contraire, c'est celle du médecin, c'est-à-dire c'est celle qui veut soigner l'homme, qui veut soigner l'humanité, et qui, à ce moment-là, c'est là où est la véritable grandeur de l'homme. Alors, bon, c'est le sens du film. C'est vrai que de ce point de vue-là, comme il y a un côté, je dirais, un peu, bon, le terme est peut-être un peu violent, mais un peu primaire dans l'expression de ce conflit ou de ce combat, c'est vrai qu'il y a un côté un peu mélodramatique, enfin, un peu mélo, quoi, qui fait qu'on peut être touché. Donc, je suis content d'ailleurs que ça y est. Personnellement, je regarde surtout je regarde la facture du film. Et cette facture, bon, me semble un genre. Comment? Attendez, on va vous donner le micro. Juste si vous voulez ajouter quelque chose, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord avec Jean-Paul. Moi, je suis touchée par ce film aussi. Ah bon, aussi, c'est bien alors. Je suis content. Et puis, j'aime bien ce côté, justement, presque comédia, j'allais dire dell'arte. Ce serait plutôt del dramarte, parce que j'aime bien ce côté accentué qui est voulu, effectivement, du jeu des acteurs. Ah, oui, mais alors là, je dis, c'est à partir de l'école expressionniste. Ouais. Comment? Attends, prenez le micro. Parce que sinon, on ne peut pas entendre. Oui, je pense qu'effectivement, il y a, on pourrait dire comme un manichéisme du fait qu'on va de toute façon bien discerner ces deux conceptions de l'honneur, de la dignité, du respect de l'autre. Et je crois que c'est la forme, c'est-à-dire, comme vous l'avez très bien dit, le fait que c'est surjoué. Et c'est pour ça qu'on peut parler aussi de commedia dell'arte, dans la mesure où le corps est énormément sollicité, oui, parce que du point de vue des acteurs, c'est vraiment extraordinaire de les voir interpréter donc, ces personnages. C'est très impressionnant. Et d'autre part, ça sert le discours de Kurosawa, qui est quand même un discours militant. Et je pense que c'est pour ça que c'est accentué. Mais effectivement, le fait de se placer en surplomb, en faisant intervenir la morale et la philosophie, en quelque sorte, il fait que l'esthétique et l'éthique, ici, sont une seule et même chose. Et c'est ça que j'ai aimé.
Alors après, évidemment, on est dans, comme vous l'avez très bien dit, dans la misère, dans le cloaque. Mais malgré cet environnement, il y a toujours l'art de ces cadrages, il y a toujours la lumière, la façon dont dans certains plans, la lumière est mise en valeur. Oui, mais justement, ce type de lumière, c'est justement celle de l'expressionnisme. Celle de l'expressionnisme, tout à fait. Je me suis demandé aussi, avec la scène des miroirs, si ce n'était pas une citation d'Orson Welles, mais peut-être que le film... Parce que c'est 48, oui, ça pourrait être. Voilà. Ça peut être, donc, oui. Et j'ai trouvé qu'il y a également... très accentué la critique de cette société américaine qui envahit le Japon. Et quand même, avec les bars, l'alcool, même les musiques, la chanteuse, c'est Rita Hayworth quelque part. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a quand même là... de la part de Kurosawa, une intention face à cette société américaine qui oui, mais c'est exact. Mais là il reprend directement des choses, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'influence du cinéma américain, et en particulier du film de gangster. Ça, de ce point de vue-là, aussi, il veut se mettre dans ce registre-là, qui est en même temps... et il veut conserver le côté japonais, mais dans le registre film de gangster américain. Voilà, et il y a également, donc il joue sur une opposition. Je pense que c'est vraiment, tout est conçu sur le chiffre 2, quoi, sur l'opposition. Absolument, ça je suis d'accord. Voilà, et il a conçu son film. Là encore, l'expression... C'est pas qu'il soit maladroit, parce que moi je pense pas comme vous qu'il soit maladroit. Oh, non. Enfin bon, il est long. Et je pense qu'il insiste beaucoup, parce que je crois que comme c'est un discours militant, il veut convaincre. Et c'est ça peut-être le défaut du film. Mais voyez-vous, j'ai vu dernièrement ce que vous avez projeté, le chien enragé, qui est de 47, non ? Et j'ai été complètement subjuguée par ce film, Le Chien enragé. Je suis d'accord. Il y a une très très grande poésie, il y a des cadres extraordinaires. Et justement sur le montage, là, il y a une fluidité d'images différentes, puisqu'il y a même des documentaires, puisqu'il y a un match de baseball. Et là, vraiment, au niveau du montage, j'étais stupéfaite. Ensuite, il y a la musique qui s'articulait parfaitement. J'ai vécu un grand moment, là. Et pourtant, c'est 1947. Oui, mais c'est ce qui prouve que... Et on retrouve la dualité, puisque là, on a également deux gangsters. Oui, mais de toute façon, vous l'avez toujours, ça. Oui, le policier, le gangster. Oui, mais ça, vous l'avez toujours chez Kurosawa. Eh bien, c'est toujours le double. Toujours le double. Je ne sais pas si vous étiez là quand on a passé entre le ciel et l'enfer. C'était aussi sur cette dualité-là, ce du haut et ce du bas, etc. Vous l'avez toujours chez Kurosawa. Mais le système, je répète ici ce qui est dans ce film-là, où il a voulu pousser, enfin, je ne connais pas de lui un film aussi directement influencé par l'expressionnisme. Donc c'est lui par rapport à l'expressionnisme, évidemment. Et c'est là, il est pris au piège même de ce style ou de cette école qu'a été l'expressionnisme, et évidemment qui laisse des traces. C'est ce qu'il fait là. Remarquez que vous avez eu raison de citer Orson Welles, puisque Orson Welles aussi vient de l'expressionnisme, en particulier son premier film, Citizen Kane. Il faut comprendre, puisque vous êtes quand même, on est ici dans un ciné-club, l'importance de l'expressionnisme dans le cinéma. Et l'année prochaine, si nous faisons Fritz Lang, il vient directement de l'expressionnisme. Et en même temps, dans le refus de l'expressionnisme, parce que il y a l'expressionnisme est tellement marquant qu'en effet, il y a un moment, par exemple, ça sera le cas pour Fritz Lang,
où il refuse l'expressionnisme, mais il gardera toujours quelque chose de l'expressionnisme en tant qu'Allemand et en tant que cinéaste du muet, du cinéma muet allemand. Bon, donc ça va le marquer. Mais beaucoup de gens seront marqués par l'expressionnisme. John Ford est marqué par l'expressionnisme. En France, un peu, si aussi, même en France, Carnet est marqué par l'expressionnisme. Duvivier est marqué par l'expressionnisme. Là encore, c'est extrêmement intéressant de voir à quel point cette école expressionniste, qui est en effet, vous parlez de dualité, la première dualité de l'expressionnisme, c'est le noir et le blanc. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, ce qui est noir et ce qui est blanc. Et ici, dans la dualité entre nos deux hommes, c'est en effet le noir, c'est le yakuza, donc, et l'influence du noir, et l'influence blanche, c'est celui du médecin. Donc, tout joue, et en cela aussi, la qualité, mais aussi le défaut de l'expressionnisme, c'est d'être un tout petit peu trop symbolique, et donc à ce moment-là, d'être trop marquant, et donc en effet de produire quelquefois des effets qui sont trop excessifs et qui, avec le temps, font que les films n'ont pas la perfection, enfin, ne sont pas tout à fait les chefs-d'œuvre qu'ils peuvent être. Mais en même temps, vous avez des films, par exemple, si vous prenez Murnau, l'expressionnisme dur. Enfin, en même temps, il refuse d'être expressionniste. Ah, c'est compliqué. Bon, c'est pas simple. Mais c'est vrai que cette école expressionniste est capitale dans l'histoire du cinéma et qu'il est intéressant de voir justement qu'un cinéaste comme Kurosawa a été marqué par l'expressionnisme, l'a travaillé et s'en est aussi démarqué. Ce qui est intéressant à voir l'évolution de son œuvre. Mais il restera par beaucoup plus que quelqu'un comme Mizoguchi qui, au fond, lui refuse l'expressionnisme. Il le travaille quand même, mais je dirais qu'à cette époque-là, de 1930 à 1950, même 60, l'expressionnisme va demeurer un peu dans tout le cinéma, va tarauder le cinéma. Après 60, et on va se détacher de l'expressionnisme. Il n'empêche que, même encore aujourd'hui, vous avez des retombées expressionnistes. Vous êtes un peu... À partir du moment où le cinéma se fonde sur la lumière, donc sur l'éclairage, et forcément, à ce moment-là, d'être obligé de passer par le noir et le blanc, le sombre, le clair et le sombre, etc. Et forcément, vous en tirerez des effets dramatiques. Et donc, à ce moment-là, voilà, c'est obligatoire. C'est pour ça que c'est pas simple. Moi, ce que je vous ai dit par rapport à l'impression que j'ai eue aujourd'hui à revoir le film, c'est qu'en effet, il n'a plus, je dirais, la perfection qu'il a pu avoir au moment de sa sortie en 1948 au Japon. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le film fonctionnait parfaitement bien pour le spectateur acceptait les effets, recevait très bien le film. Aujourd'hui, les effets sont un peu trop visibles, un peu trop accentués, et donc ça peut gêner le spectateur. C'est ce qui m'est arrivé ce soir en tant que spectateur. Voilà. En même temps, je reconnais les qualités du film. C'est pas. Vous aurez quand même pas passé un mauvais film pour le plaisir de passer un mauvais film. Quelquefois, au moins là, vous savez que vous avez affaire à un artiste
qui cherche à avoir une expression par sa mise en scène. Alors que vous avez tellement de cinéastes dont vous n'avez rien par la mise en scène. Donc ils sont simplement que des illustrateurs de scénarios, mais qui ne disent rien par la forme elle-même, par l'écriture elle-même. Au moins là, vous avez une écriture, ça, indiscutablement, et pendant tout le film, vous voyez cette écriture. Alors, simplement, je répète, ma sensation, mon impression, moi, c'est qu'elle est un peu trop expressive, cette expression, cette écriture. Voilà. Bon. Oui, alors, monsieur veut parler par là. Pardon. Juste au passage, je vais passer la parole à monsieur. Je voulais juste... Attendez, je m'excuse. Je voulais juste finir sur cette histoire d'expressionnisme, en fait, et juste dire que moi, j'avais beaucoup apprécié la scène, en fait, de duel au couteau, finalement, qui se termine dans la peinture blanche, parce que là, on est vraiment dans cette idée-là de la couleur blanche, en fait. Voilà, bah oui, mais aussi, juste avant, la scène typiquement expressionniste du rêve fantastique. Et le côté fantastique, ça c'est typiquement expressionniste. Alors là, ça pourrait être carrément à l'époque du cinéma allemand de 1920, ça. Ah oui. Tout à fait. Oui, monsieur voulait parler, pardon. Voilà. C'est la première fois que je vois le film et je suis assez enthousiasmé. Alors j'ai un autre regard sur ce film. Le premier, c'est le début du film m'a énormément emballé pour plusieurs raisons. C'est qu'au niveau de pas mal de séquences, on rejoint pas mal de films policiers américains qui ont été traités 10 ou 15 ans après. Et l'autre regard qui est très intéressant, c'est qu'à cette époque, lorsque on a pris connaissance des archives sur Tokyo à l'époque de la sortie de la guerre, donc l'époque de 1948, il faut vous dire que la situation de Tokyo était quand même très mauvaise au niveau de la misère et au niveau de la criminalité, à tel point que Marc Arthur, à cette époque, avait remarqué que les Américains ne pouvaient pas dominer la criminalité au niveau de Tokyo. Donc il a passé un deal avec les Yakuza pour pouvoir contrôler la population. Et c'était à l'époque une des branches de la CIA qui contrôlait les Yakuza. Alors, la question des bars et autres, c'est très américain, mais c'était un peu ce qui se passait. Et je retrouve vraiment ce que j'ai pu remarquer dans les archives de l'époque. On retrouve les mêmes quartiers et ce côté glauque qu'on a vu au point de vue de la rue. Il y en avait quand même des centaines autour de Tokyo. Parce que c'est une ville quand même qui a été bombardée. Et 1300 forteresses qui passent sur Tokyo, ça vous fait une ville quand même... dans la misère. Et puis aussi, une autre chose qui est intéressante dans le film, c'est la misère. Ça, c'est un sujet que Kurosawa traite dans pas tous les films, mais dans pas mal de films. Et en particulier, vous allez le revoir très, très, très quintessentiel et admirable dans le dernier film que nous passons, donc dans... dans Escadène. Et c'est vrai que, pareil, comme vous dites, vous avez entièrement raison, sur 48. Mais en même temps aussi, il est intéressant le fait que c'est la tuberculose. Or, la tuberculose, à l'époque, c'est très important. Il se trouve que j'ai la chance, par rapport à vous, à avoir vécu déjà un peu l'avant-guerre. Et c'était la hantise, la tuberculose, avant-guerre. En 1948,
on vient d'inventer la pénicilline, etc. Mais il est évident qu'au Japon, ils ne l'ont pas encore. Et même en Europe, la pénicilline est arrivée dans les années 47-48. Et en plus, très peu développée. En même temps, la tuberculose, on commence, en fin de compte, en tout cas, à la contrôler peu à peu. Mais en 48, on est même dans... Je répète, en Europe, la tuberculose fait encore beaucoup de ravages. Donc, le fait, justement, de prendre l'idée de la misère et de la tuberculose, et en effet d'un pays qui sort de guerre et qui est donc extrêmement sujet à ce résultat au point de vue santé, c'est évident que le film tient compte de ça. Par exemple, il était tout à fait intéressant qu'au début du film, le médecin voit les enfants jouer à côté de cette espèce de mardi d'égout et leur dit: vous allez attraper le typhus. C'est-à-dire que donc le rapport de la santé publique au Japon en 48 et en effet à Tokyo, ça jouait, c'est évident. Et le film aussi reflète ça. Je veux dire que ça, je trouve que c'est une idée très intéressante d'avoir joué la tuberculose. Et cette idée sur la tuberculose qui est très, à mon avis, de ce point de vue-là, quand même très intéressante pour l'exploitation, c'est-à-dire le Yakuza doit montrer qu'il est un homme, donc il n'a peur de rien, donc il doit triompher de tout, et donc il n'y a pas aucune raison, la tuberculose, il ne va pas en entendre parler, parce que ça m'empêcherait d'être un homme. Et c'est aussi le sujet qui est en même temps traité dans le film. De ce point de vue-là, encore, le film est en effet intéressant. Bon, moi, je vous parlais surtout de la façon dont la forme a été travaillée par Kurosawa, et qui aujourd'hui est un peu, bon, semble-t-il, un peu dépassé. Mais vous avez raison, par ailleurs, sur le sujet lui-même et l'époque, la façon dont il a travaillé ce sujet. Bon, en effet, c'est intéressant. C'est un témoignage, en tout cas, un témoignage qui reste. Et je suis content que ça... Évidemment, je suis très content que ça vous plaise. Hein. Moi, les réflexions que je me fais, c'est plus par rapport à l'écriture. Donc, mais en même temps, vous avez quand même affaire à un grand cinéaste, donc ça peut pas être inintéressant. C'est tout. Alors, oui. Juste une petite remarque au passage, parce que le mois prochain, on va passer Vivre, donc avec l'acteur qui joue le médecin, dont j'oublie tout le temps le nom en fait. Et oui, parce qu'il y a aussi cet acteur-là qui est extraordinaire, un grand acteur qui joue plusieurs fois chez Kurosawa, et puis surtout dans le film, vous avez c'est le premier film de Mifune. Oui, aussi. Ouais. Et avec Mifune, que vous avez déjà vu précédemment, commencé le mois dernier, et qui a été l'acteur de Kurosawa pendant presque 15 ans. Mifune a été, comment dirais-je, le Clark Gable japonais, quoi. Était l'acteur archi-star du cinéma japonais. Et il a commencé avec ce film. Il a interprété des rôles très différents aussi. Comment ? Il a interprété des rôles très différents. Ah, très différents. Celui qu'on a vu le mois dernier, c'était directement... alors là, c'est le héros, c'était tout à fait différent. Non, il a un registre tout passionnant, Mifune. Et là, il est tout à fait à ses débuts, quoi. Il est encore très, très jeune, il doit avoir, maximum 30 ans à l'époque. Je ne me rends pas compte de quel âge je peux avoir, mais
il débute en fait. Enfin, ce que je voulais dire par rapport à Vivre aussi, le film de Vivre qui doit dater des années 50. Vivre, le film des années 50. Oui. Je trouvais intéressant par rapport à celui-là, puisqu'il va finalement parler de dégoût. En fait, c'est la même. Ça parle de ce même problème de cloaque, là, de dégoût à assainir. C'est quelque chose qui revient finalement d'un film à l'autre, en fait. Le début du film est intéressant pour ça. Tout le début sur le cloaque, la pègre qui est déjà tout de suite là à côté, comme si la pègre ne pouvait être que à côté des égouts, en fait. C'est ça, que lié au cloaque. Ouais. Voilà, encore c'est pas d'une grande subtilité. C'est pas très subtil. C'est pas très subtil. C'est direct en tout cas. On dit les choses. Bon, je sais pas, d'autres réactions? Oui. Attendez, je vais vous retourner le micro. Seconde. Si vous pouvez surtout parler dans le micro. Oui. Ce que j'aurais voulu savoir, c'est ce que vous pensiez du personnage, justement, comment vous dites, excusez-moi, j'ai oublié le nom, des gangsters japonais, des Yakuza, du Yakuza, parce qu'on a deux Yakuza. On a celui qui va revenir de prison, et puis on a le héros du film. Et je trouvais que la manière dont l'acteur jouait, et peut-être de la façon dont il était filmé, il y avait comme une mélancolie, et que justement ces premières images du cloaque qui sont sordides, avec finalement ce personnage qui est le grand caïd, il a tout le monde à ses pieds, il n'y a aucun problème, mais il n'est pas satisfait. Et j'ai trouvé, moi, qu'il y a une certaine mélancolie qui fait qu'il prend la solution de la mort, non pas, enfin, à mon avis, non pas à cause du code des Yakuza, mais parce que finalement, cette vie n'arrive pas à complètement le satisfaire. Oui, mais c'est non. Ce qui est très... Et là, je trouve que c'est subtil et que ce n'est pas manichéen. Non, mais si vous prenez cette idée-là qui est juste, c'est que, en fait, l'idée du personnage du Yakuza, donc donnons-lui son acteur Mifune, ce personnage, en fait, nous sommes après la guerre. Il veut être un homme libre. Et il croit que le code des Yakuza est un code d'honneur. Il ne faut pas oublier que, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'importance quand même chez Kurosawa du samouraï, parce que je le répète pour ceux qui n'étaient pas là, que Kurosawa, sa famille, même si c'était des familles de samouraïs, donc ce code-là, il l'a quand même en tête. Et donc, qu'est-ce qu'après la guerre peut avoir un Japonais qui voudrait quand même se comporter avec une certaine noblesse, d'une certaine façon? Il va chez les Yakuza et il rentre chez les Yakuza. Et il ne veut pas se rendre compte qu'en rentrant chez les Yakuza, il absorbe, alors là c'est là le côté symbolique, il absorbe un mal, et ce mal va être exprimé directement par la tuberculose. Mais c'est cette idée-là. Quand je vous dis que le film travaille le symbolisme, c'est dans ce sens-là qu'il travaille le symbolisme. Il est évident qu'il faut prendre la tuberculose, qui est le mal à l'époque. On sait très bien que depuis le XIXe siècle, la tuberculose, ça a hanté quand même pas mal de récits. Et en même temps, il est vrai que la tuberculose a été codée
même quand vous prenez, j'étais là, l'opéra de... Comment? À Traviata, c'est un peu cette idée-là, qui est, vous avez une idée morale à l'intérieur même, on se sert d'une maladie pour introduire une idée morale à l'intérieur, et une sorte donc de dégradation, et en même temps aussi de rédemption, ce qui est le cas dans Madame Butterfly. Et ça, c'est un peu il travaille sur cette idée-là, sur ce personnage, en effet, qui voudrait, et qui, à la fin, le combat, c'est en effet le combat du chevalier par rapport au méchant, quoi. Et donc, il y a, comme toujours chez Kurosawa, ce côté samouraï que nous dirions en Occident de chevalerie. On est dans la chevalerie. Et on le voit bien quand il traite les films de samouraï, ben, il les traite, on en a parlé déjà, un peu à la western. Et les westerns sont une reproduction ou un développement moderne pour les Américains du code de chevalerie du Moyen-Âge. Et ce sont ces codes-là qui fonctionnent dans le western. Donc il y a, si vous voulez, des rapports, et tout à l'heure vous aviez parlé en effet du rapport avec le cinéma américain, eh ben, c'est dans ce sens-là aussi. Et le film joue sur cette symbolique-là. Donc, que certains d'entre vous aient été touchés, c'est parce qu'on est aussi dans cette symbolique-là. C'est très bien. Et moi aussi, d'ailleurs, de toute façon, le film me plaît dans son projet. Je suis un peu réticent sur la forme. Bon, voilà. Bon, bah, peut-être, à moins que vous ayez encore une intervention qui serait très la bienvenue. Bon, bah, on va donc la fois prochaine. Ah, les deux derniers films, c'est les deux derniers, hein, je crois. Les deux derniers, le mois prochain, c'est Vivre, et ensuite en mai, on aura Dodescaden. Alors là, j'attends avec impatience votre réaction parce que Dodescaden, donc qui est de 71, si j'ai bonne mémoire. Bon, je peux vous raconter une histoire comme ça rapide. Il se trouve qu'il y a eu un festival à Avignon, enfin le festival d'Avignon, et c'est un ami à moi qui avait introduit le cinéma juste après 68 dans le festival d'Avignon. Et à l'occasion de ce festival en 71, Kurosawa était venu et avait présenté Dodescaden. Et moi, j'avais trouvé absolument sublime Dodescaden. Mais malheureusement, le film a été très mal reçu, et en particulier très très mal reçu au Japon. Et Kurosawa a fait une tentative de suicide devant l'échec de ce film. C'est peut-être pas que cela qui l'a conduit au suicide. Heureusement, il a raté le suicide, donc ça va bien. Mais comme quoi, même quand il fait un chef-d'œuvre sur justement la misère, comme dans ce film, il peut avoir des réactions tout à fait très mauvaises, quoi. Des gens qui ont rejeté le film, etc. Enfin, c'est un film qui a été très attaqué au moment de sa sortie. C'est pour ça que j'y tiens énormément. Oui. Donc voilà, on espère que vous serez donc nombreux à cette dernière séance. Oui, voilà. Venez le voir parce que c'est vraiment un très beau film. Voilà, merci beaucoup.